Bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le vendredi 16 février 2018. Sans plus attendre, nous allons commencer par cet avertissement égale ce risque. Je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous Catherine, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous Franck, que je salue également. Bonjour à chers auditeurs et auditrices. Résumé de la science américaine et asiatique hier, eh bien, pareil, on a eu la même chose que la veille, c'est-à-dire un DXY qui a continué à reculer, le Dow Jones, le S&P, le Nasdaq qui ont continué à progresser, avec le Nasdaq qui a encore une fois surperformé. Le rendement du 10 ans américain, excusez-moi, a inscrit un plus haut à 2,94, presque 2,95, qui est un plus haut depuis novembre 2014. Au final, il a pris un point de base, ce rendement du T-Note. Le Yen Index est à l'équilibre ce matin. Le Gold, eh bien écoutez, le Gold, alors le Gold, excusez-moi, il progresse. Je ne sais pas pourquoi il est en rouge. Il progresse de 0,41. Le Nikkei et le Hang Seng qui progressent également. À noter que c'est un jour férié en Chine, étant donné que c'est le Nouvel An chinois. Voilà. Le calendrier économique. Premières annonces qui arriveront depuis le Royaume-Uni, 10h30 les ventes au détail classique, ventes au détail hors automobile et essence. Et ensuite à 14h30, nous aurons quelques permis de construire américains et enfin l'indice prévisionnel de confiance du Michigan pour le mois de février à 16h. Et comme d'habitude, comme tous les vendredis, 19h, les plateformes de forage en activité. Alors, que pensez-vous du DAX en fin de semaine? Idée de trading pour la journée, merci, très bien. C'est notre cas, Catherine, je vais y venir. Raymond, bien le bonjour à vous. François, Gilles, Eliane, son image ok. Bien écoutez, c'est parfait, merci pour cette confirmation. Franck, EURUSD Weekly, point de pivot à 1,2674, un peu près, et ligne de tendance baissière, les deux sur un croisement. Exactement, Franck. Si on va voir ça dans un petit instant, on va même voir ça maintenant tout de suite. Regardez déjà ce DXY dans un canal baissier, hein. Canal baissier depuis le début du mois de janvier. Alors début du mois de janvier, c'est la prise de fonction de Donald Trump et la naissance, on va dire, des inquiétudes sur le déficit des États-Unis. Alors le déficit tant venant de la réforme fiscale américaine que le plan d'investissement que souhaite Donald Trump. Et donc, tant qu'à ces inquiétudes, eh bien les rendements du 10 ans devraient s'accélérer. En plus du durcissement de la politique monétaire, il y a cette accélération et en contrepartie, eh bien nous avons une baisse du dollar. Donc voilà, cette tendance nous montre bien qu'il faut privilégier à long terme, disons, les stratégies baissières. Maintenant, bon, on peut garder ce scénario-là tant que le cours est en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours et tant qu'il est inscrit dans son canal. Et dès lors que le cours revient dans cette phase de haute, eh bien au final, c'est l'opportunité, je pense, pour se positionner à la vente. En fait, pour se positionner dans le sens de la tendance, tout simplement. Donc voilà. Et maintenant, comme vous le savez, on a cette divergence haussière en hebdomadaire sur le DXY. La dernière fois où il y avait eu cette divergence, c'était en 2008, 2007-2008, vous voyez, qui avait abouti à une hausse. Alors je ne dis pas qu'il y aura une hausse de cette amplitude-là, mais voilà, d'un point de vue hebdomadaire, on arrive sur un niveau de prix quand même assez important, c'est cette oblique haussière. Si on a une question sur cette oblique haussière, pardon, il faudra mettre en place des stratégies baissières jusqu'à 85. Là actuellement, même si la tendance est baissière, on a cette oblique hebdomadaire qu'on retrouve ici, vous voyez, donc on est relativement proche. Ça me semble pas le bon timing pour entrer à la vente sur le DXY. Donc voilà, la tendance est baissière. Maintenant, est-ce qu'il faut shorter maintenant? Non. Est-ce qu'il faut payer? Non, parce qu'on peut voir qu'il y a un momentum quand même assez baissier, malgré le fait que le RSI arrive à des niveaux assez bas. Voilà. Euh, donc je pense qu'en fait la clé sur le DXY, sur le dollar d'une manière générale, hein, sur les paires majeures, c'est d'attendre que le DXY revienne dans sa bande haute et que le RSI revienne vers 50, au-dessus de 50, pardon. Et dès lors qu'on a ces deux signaux, faut s'intéresser au retournement du dollar. En tout cas, tant que le cours reste inscrit dans son canal, je pense qu'il faut plutôt privilégier les stratégies vendeuses en swing trading plutôt qu'acheteuses. Voilà, en tout cas, c'était la stratégie la plus payante en 2007 et depuis le début de l'année 2018.
Voilà, donc on va faire un tour des paires majeures. L'euro-dollar, si on regarde en journalier, on a ce canal ascendant qu'on retrouve. Donc pareil, quand on revient en bas de ce canal, eh bien, ça me semble assez intéressant de passer à l'achat maintenant. Si on regarde d'un point de vue hebdomadaire, tout comme le DXY, on retrouve à peu près cette oblique haussière, baissière, pardon. Donc sur le DXY, c'est l'inverse, bien évidemment. Mais donc l'euro, qui en début d'année 2017 était en bas, vous voyez, de ce canal, eh bien, au final, l'a rejoint en un peu plus d'une année. Et donc on a cette oblique qui va faire pression, hein, qui est très importante. Donc voilà, faut pas négliger. Je pense pas que c'est le moment, encore une fois, le timing pour passer à l'achat sur l'euro, parce que vous voyez cette oblique baissière, on la retrouve aux alentours des 1,27, à peu près 1,2650, 1,27. Donc voilà, des stratégies acheteuses, ça me semble compliqué à en mettre, en mettre en place, pardon, au prix actuel. D'autant plus que on peut voir que le momentum est en train de créer une divergence, est en train de diverger avec le prix. Regardez, on a le prix qui marque des points hauts, alors que le momentum marque des points bas. Donc c'est le début d'une formation, mais le momentum commence à diverger. Et la dernière fois où il y avait une divergence assez importante sur le RSI journalier de l'euro, eh bien on a eu cette sortie de tendance, cette consolidation tout simplement. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était pendant l'automne 2017, nous avions eu voilà à peu près entre 23 et 38% de retracement de la tendance. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on peut s'attendre si on a une divergence qui se forme un petit peu comme celle-ci. Eh bien, on pourrait s'attendre à ce type de retracement. Donc, je ne sais pas jusqu'à où va aller le prix, mais si on suppose que le prix maximum sera à l'oblique, on peut imaginer un retour autour des 1,24, 1,22,40. Voilà, avant potentiellement de repartir à la hausse ou alors ça va être le point haut de l'euro et eh bien l'euro restera dans son canal. Honnêtement, je pense pas. Je pense que le canal va être cassé parce que je pense qu'à décision, les prochains mouvements de la Banque Centrale Européenne n'ont pas été pricés, n'ont pas été encore totalement intégrés au prix. Donc voilà, le marché devrait continuer à spéculer, même si le cours va tester cette oblique baissière de long terme. Je pense que ça sera qu'une question de semaines, de mois pour qu'elle soit dépassée. À part si les inquiétudes sur le déficit américain se réduisent. Dans ce cas-là, on pourrait avoir un rebond du dollar qui ferait pression alors sur l'euro. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que la spéculation du marché va faire casser, va faire dépasser l'euro de ce canal baissier. Alors peut-être pas la semaine prochaine, peut-être pas dans 2 semaines, dans un mois. Je pense concrètement au premier semestre, il sera dépassé. Le GBP c'est pareil, on retrouve un canal ascendant. Donc concrètement, vous le savez, quand le cours est dans sa borne haute de son canal ou même au-dessus c'est un excès. Sa borne haute, c'est pas un niveau timing, on va dire intéressant pour passer à l'achat. Moi, ce que j'attends pour payer le GBP, c'est réellement que le cours revienne dans sa borne basse. Et dès qu'il va revenir dans sa borne basse, eh bien, il faudra attendre la petite divergence comme celle-ci, vous voyez. Voilà, là on avait une divergence. Alors, cette aimantation me dérange un petit peu. Et donc, vous voyez que là on avait le prix qui marquait des plus bas, le momentum qui marquait des plus hauts. Donc voilà, l'idéal pour entrer en swing, je vous le cache pas, c'est un retour du prix dans la borne basse de ce canal et accompagné d'une divergence haussière. C'est toujours la même chose, hein. C'est une action de prix momentum, enfin c'est mon type d'analyse, c'est prix momentum. Donc prix sur des niveaux de support, divergence de momentum, c'est mon parfait signal pour entrer à l'achat ou à la vente sur un actif. Le NZD, bon, on n'a pas eu ce repli en dessous de la moyenne mobile de 100 jours, hein, le dollar qui a surpris un petit peu le marché, hein, tout simplement. Moi qui anticipais un retour plus important que 90, bon, eh bien écoutez, on a dû se contenter que de 90. Maintenant, est-ce qu'il faut payer le NZD? Bon, je ne pense pas que acheter le NZD soit une stratégie assez gagnante, à l'image de... Alors face au dollar, pourquoi pas, hein, mais à l'image de ce qu'on se connaît depuis le début de l'année, vous voyez que les deux devises les plus... ce qui progresse le plus, c'est le yen et le CHF. Et en particulier le yen.
À noter que la devise qui se déprécie le plus, alors là, on n'a pas c'est pas l'euro-dollar ou c'est pas les devises majeures cotées face au dollar. C'est pas les paires majeures qu'on a ici, c'est les devises index. Donc on a l'euro index, le dollar néo-zélandais index, le dollar australien index, le loonie index, le pound index, etc., etc. Et donc après le DXY, la devise qui concrètement est flat depuis le début de l'année, c'est le dollar CAD. Vous voyez que il est à peu près à 0,78% plus haut que ses prix de début d'année. Donc voilà, le CAD c'est une excellente variante pour shorter tout simplement. Parce que même, regardez, même quand en fait le dollar rebondit, bien forcément on a toutes les devises qui sont sous pression, mais le CAD également. Donc finalement, que le dollar soit aussi au baissier, on retrouve un CAD qui est intéressant à, à accompagner dans nos stratégies acheteuses sur d'autres devises majeures. Donc, achat par exemple euro face au CAD. Voilà, on voit que le CAD, certes, il se fait influencer comme toutes les devises majeures par le dollar, mais au final, que le dollar soit à la hausse ou à la baisse, on a un CAD qui est flat. Donc, ça va être intéressant ce CAD, tout simplement. Ça va servir de variante. Donc, euro CAD, CAD yen, des CAD yen. Voilà, la stratégie de moyen long terme a été atteinte beaucoup plus rapidement que prévu. Honnêtement, je n'anticipais pas du tout cette tendance, ce momentum du yen. Donc voilà, honnêtement, moi je pensais que ce scénario à 85 allait être atteint en l'espace de 2-3 mois. Au final, ça a été atteint bien à la cassure, hein, à cette cassure-là. Donc ça avait, en l'espace de 3 semaines, ça a été atteint. Voilà, donc est-ce qu'on peut aller plus bas? La réponse est oui. La réponse est oui, d'autant plus que si on fait une analyse uniquement du yen, regardons le yen, donc CAD yen, d'accord, sur support. L'AUD yen, on arrive sur support. L'euro yen sur support. Le NZD yen, on n'est pas encore sur un niveau de support. On s'y approche, mais on n'y est pas encore. Et enfin l'USD yen. Alors là, l'USD yen, sortie du range, hein. Honnêtement, voilà, la clôture hebdomadaire c'est ce soir. On peut être certain que la clôture hebdomadaire sera en dessous du range. Donc voilà, sortie du range. L'objectif, on prend la hauteur du range, et on va la déplacer. Je pense honnêtement, donc vous voyez c'est un retour à peu près à 100, hein. On est sur les 101, 102. Généralement quand on a un range assez long, faut s'attendre à un pullback. Donc c'est pas le moment de passer à la vente pour moi sur le SDN. En tout cas, même si on va dire il n'y a pas de pullback, passer à la vente à ce niveau de prix, on est au milieu à peu près de nulle part. Pour viser 100, on a un ratio risque rendement qui serait vraiment médiocre. Ou alors faudrait mettre un stop beaucoup plus serré. Mais on n'a pas de résistance réellement entre le prix actuel et les 108. Donc là, si on devait mettre un stop, ça serait un petit peu au-dessus de 108. Donc voilà, l'idéal, c'est qu'on ait ce retour en bas de ce range. Enfin, voilà, qu'on ait ce retour. Qu'on ait ce type de scénario technique. Donc là, on a un fort niveau de support à 105. Je pense 105, ça pourrait être l'opportunité du marché pour qu'il rebondisse. Vous voyez que le RSI est quand même à 23. C'est un plus bas depuis que l'USDN avait atteint son retour à 100. Donc moi, je pense qu'il faut attendre un retour en bas du range. Faut pas être pressé, hein. Faut pas être pressé. Et ensuite, on pourra passer à la vente. Je pense que le retour à 114, on peut l'oublier, à part si, encore une fois, les inquiétudes concernant le déficit américain se réduisent nettement. Mais tant qu'on aura ces inquiétudes-là, tant qu'on aura les rendements américains qui vont progresser à cause de ce déficit, on aura le dollar sous pression. Donc les 114 me semblent extrêmement loin. Ça fait plus de 1000 pips. Donc, 800 pips, pardon. 800 pips par rapport au prix actuel. Voilà. Ça me semble très très lointain. Maintenant, plus que le prix, vous savez que j'accorde une attention particulière sur le momentum. Et voilà, le momentum, honnêtement, dès qu'il va revenir à 50, encore une fois 50, c'est, on va dire, le premier signal de vente de l'USD yen. Donc si on a un retour du momentum à 50, il faudra commencer, je dis bien, à s'intéresser aux positions vendeuses. Plus que le prix, personnellement, j'accorde autant d'importance au momentum, au RSI que le prix.
Donc, voilà. Et donc, l'USD Yen arrive sur support également. Donc, on n'est pas à l'abri, pardon, que finalement, on ait un pullback du Yen à court terme. Un pullback du Yen, donc 4 Yen. Si vous êtes à la vente, personnellement, je prendrai des bénéfices à 85 parce que on va potentiellement avoir un retour à ce niveau de prix qui est 87. Voilà, moi ce que j'attends dorénavant, c'est un retour à 87 pour re-shorter. L'euro yen, là on est sur un niveau de prix très important. Et honnêtement, je pense techniquement, encore une fois, je me focalise sur le technique en ce moment parce que le fondamental, selon moi, ne reflète pas les prix totalement. Vous savez que théoriquement, je le répète par rapport à ce que j'ai dit hier, mais le fondamental n'est qu'un sous-jacent du technique. C'est-à-dire que l'analyse technique n'est pas l'analyse fondamentale. L'analyse technique est l'analyse fondamentale reflète l'analyse technique, mais pas totalement. Il y a aussi la spéculation du marché. Et la spéculation qui est très importante. Donc l'analyse technique, c'est, je dirais, l'analyse fondamentale plus la spéculation, en fait, plus les bruits du marché. Vous pouvez trader avec l'analyse technique, mais vous ne pouvez pas trader avec l'analyse fondamentale. Uniquement avec l'analyse fondamentale, pardon. Alors que l'inverse est possible. Voilà. Donc l'analyse technique est particulièrement importante et quand l'analyse fondamentale ne reflète plus, enfin quand l'analyse technique ne reflète plus l'analyse fondamentale, faut mettre l'analyse fondamentale de côté. Et je pense qu'on est dans cette période-là. Voilà. Et je pense que les politiques monétaires extrêmement généreuses ont vraiment contribué à cette dégradation entre la corrélation de l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Bref. L'euro-yen. L'euro-yen, donc sur le niveau de support, techniquement, moyenne mobile à 200 jours, en bas de ce canal. À part si on a un excès comme celui-ci, personnellement, je trouve ça intéressant en termes de prix de passer à l'achat et viser bien au moins les précédents sommets. Voilà, donc l'euro-yen, je préfère croire à un rebond sur les niveaux de prix actuels. D'autant plus que d'un point de vue support, d'un point de vue ratio risque-rendement, par rapport au niveau de prix actuel, si on met un stop en dessous du précédent plus bas, ça fait à peu près 105 pips de risque pour 500 pips de gain. Donc ça fait un ratio risque-rendement plus de 5. Ce qui permet soit d'avoir un stop serré et d'avoir un ratio risque-rendement de 5, ou soit on peut du coup élargir un peu plus le stop pour contenir une potentielle baisse plus importante. Donc ça va certes réduire le ratio risque-rendement, mais ça va potentiellement permettre d'avoir plus de probabilité de gain. Alors, est-ce que je le vois aller à 110, François, l'USD Yen? 110, je ne sais pas, mais je le vois bien revenir en tout cas en bas de son range. Ça me semble honnêtement logique. Maintenant, bon, nous allons voir, hein, mais voilà, quand on regarde les paires en yen, CAD yen sur support, euro yen sur support, USD yen sur support, enfin, vous voyez, sur support technique, c'est quand même le support mensuel intermédiaire avant les 100. Avant 100, on va dire que le seul niveau de support, à part 101, vous voyez, eh bien c'est 105,31. Et c'est également un seuil psychologique. Donc si on a concrètement une clôture, une cassure nette des 105, si le marché ne fait néglige les 105, c'est-à-dire qu'on va tout droit jusqu'à 101, 100. Voilà, donc j'ai du mal à y croire. Encore, si le yen n'était pas sous résistance face à la UD ou face au CAD, si le CAD par exemple, si le CAD yen était encore au milieu, vous voyez, si l'euro yen était encore au milieu, bon, je me dirais il y a un potentiel encore haussier sur le yen. Mais là, je vois que le yen, il tape une résistance sous le CAD, il tape une résistance sur l'euro, il tape une résistance face à la UD, il touche une résistance face au dollar. Techniquement, c'est pas que j'ai envie de faire du contre-tendance, mais je me dis qu'il y a quand même une probabilité de baisse du yen qui est quand même assez importante, d'autant plus que quand on regarde le RSI de l'USD yen, il est extrêmement vendu. 23, c'est très très faible. Donc, voilà, je pense que, ouais, dès qu'on dézoome, je pense qu'un retour à 108, ça serait déjà pas mal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura ce soir
la clôture en dessous, la clôture hebdomadaire en dessous du range. Donc ce range là dans lequel le cours évoluait depuis pendant 9 mois, pardon, eh bien ça y est, le cours en est sorti. Donc on a un signal baissier. Et l'objectif, je le répète, on a la hauteur de ce range qu'on va matérialiser en orange, même en rouge. Eh bien, si on le déplace, vous voyez, on a cet objectif à 101,37, c'est tout simplement le seuil psychologique à 100. Voilà. Donc, l'USDN à terme, je pense qu'il y a des fortes chances. Et d'ailleurs, c'était globalement le sentiment, pour cette fin d'année. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon sentiment pour la fin d'année, c'est une super-performance du yen. Je pense que le yen va faire le même scénario, la même performance que l'euro en 2017. Voilà. Maintenant, ce que je n'anticipais pas, c'est que le yen soit aussi fort aussi rapidement. Voilà. Maintenant, je pense que cela est dû également et surtout aux inquiétudes du marché, encore une fois, sur le déficit américain. Le yen garde quand même un caractère refuge. Et si on regarde finalement les devises qui sont les plus haussières depuis le début de l'année, c'est quoi? C'est le franc suisse et le yen. Et je suis sûr que si on met le gold doit être quand même assez proche. Et ensuite on a l'euro, le NZD et le JBP. Voilà. Donc je reviens sur mon petit CAD, excusez-moi je prends du temps ce matin, mais c'est important, je pense que c'est important qu'on reflète. Voilà, CAD yen, CAD CHF, euro CAD, GBP CAD. Voilà, CAD c'est vraiment un actif qui selon moi est à vendre. À part si on a une flambée de l'inflation au Canada, auquel cas la banque devra accélérer son rythme de hausse des taux. Mais vous voyez, GBP CAD c'est haussier encore une fois. C'est haussier. Et pour moi, dès qu'on aura la clôture au-dessus de 1,76, ce sera l'opportunité de passer à l'achat et viser ce niveau-là à 1,8345, tout simplement. L'EuroCAD, pareil, dès qu'on revient en bas de ce canal, ça sera intéressant de se positionner à l'achat. On regarde le NZDK, alors NZDK, on le regarde pas souvent, d'ailleurs je ne sais même pas si j'ai déjà regardé un jour. Alors oui, on l'a regardé, voilà. On avait ce scénario-là, du 29 janvier jusqu'à 0,90, donc voilà, petit à petit, on a ce scénario-là qui est en train de se mettre en place. Donc pour ceux qui ne sont pas à l'achat, eh bien, ce que je ferai, c'est que je me repositionnerai à l'achat si le cours revient dans la borne basse de ce canal ascendant, tout simplement. Alors j'ai beaucoup de questions. GBP-CAD, daily, divergence sur RSI ou suis-je en retard? Alors GBP-CAD. Alors, divergence en effet qui est en train de se créer. Alors tant que, moi c'est comme ça que je l'exploite la divergence, tant qu'on n'a pas de cassure de 50, le signal, on va dire, n'est pas exploitable. Parce qu'une divergence, c'est, comment dire, le signal d'une divergence, c'est un petit peu relatif. Ça dépend un petit peu de chacun. Une divergence, c'est ni plus ni moins deux indicateurs qui divergent. Voilà. C'est pas propre au RSI, c'est pas propre à la MACD, ça diverge. D'accord? Ça peut être une corrélation qui diverge. Et il y a plusieurs possibilités d'utiliser une divergence. Moi, personnellement, le signal que j'utilise, c'est quand j'essaie de garder les choses au plus simple, c'est quand le signal du RSI croît 50. Dans ce cas-là, j'estime que la divergence est exploitable. Avant 50, ça me donne une alerte. Donc, merci d'avoir reflété cette divergence. Le canal, cette divergence pourrait permettre au prix de revenir en bas de ce canal. Auquel cas, ce serait une opportunité de passer à l'achat. Tout comme le GBP USD. Voilà. Donc, GBP CAD, encore une fois, je pense que c'est pas le moment de se positionner à l'achat, à partir on a un breakout, vous voyez, du précédent sommet à 1,77-65. Mais si on fait des stratégies de pullback, un pullback dans cette zone basse, encore une fois, ça serait un niveau de prix, je dirais, assez intéressant pour passer à l'achat et pour se positionner dans le sens de la tendance. Parce qu'encore une fois, le CAD, que le dollar soit aussi ou baissier, au final, on retrouve un CAD qui est globalement neutre, alors que les autres devises sont haussières.
Alors excusez-moi, je reviens sur le NZD4. Merci, hein, bonne observation. Alors je ne sais plus qui m'a dit ça, Franck, très bonne observation. Donc NZD4, voilà, encore une fois, 0,90, je pense que petit à petit, on va aller le voir, ce scénario-là. USD-CAD, est-ce que je le vois aussi boule? Non, USD-CAD, non, pas boule. Tant que le dollar ne se retourne pas, regardez, le dollar, ça reste la devise qui sous-performe depuis le début de l'année, mais également qui sous-performe sur une année glissante. Donc non, l'USD-CAD, je ne le vois pas boule sur du moyen long terme. Si je le vois boule, c'est sur du court terme, mais il faudrait des signaux. Les signaux, encore une fois, le DXY, vous voyez, baissier. Donc voilà, si on a le DXY qui, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, clôture, casse cette oblique haussière qui vient chercher tous les points bas depuis 2011 tout simplement, eh bien c'est un signal baissier jusqu'à 85. Et donc l'USD-CAD, on reprendra la baisse. Là j'ai du mal à... Vous voyez que l'USD-CAD, l'USD, le CAD, c'est les deux devises qui depuis le début de l'année sont sous-performent. Et finalement, on retrouve aucun canal. Alors que si on regarde le CAD yen ou l'euro-dollar ou le GBP USD, on retrouve à chaque fois des canaux haussiers. L'USD CAD, c'est, comme on dit en anglais, sideways, c'est consolidation avec quand même un petit opinion baissier, un favori baissier pour du moyen long terme au vu de la performance du dollar, que ce soit depuis le début de l'année ou sur une année glissante. Bon, maintenant, il y a ce graphique que je veux vous faire voir. C'est, laissez-moi confirmer, voilà, c'est DXY en vert avec les paires majeures. Et j'ai oublié l'USD Yen. Alors c'est pas les paires majeures, c'est les devises majeures face au dollar, pour être précis. Donc en fait, ce que je veux vous faire voir sur ce graphique-là, enfin ce qu'on va essayer de voir parce que j'ai pas analysé, hein, c'est vraiment, je voulais faire ça devant vous. En fait, je veux voir lorsque le DXY a un RSI à 30 ou en dessous de 30, quelle est la devise qui surperforme? Est-ce que c'est l'euro? Est-ce que c'est l'AUD? Est-ce que c'est le GBP? Voilà. Laquelle surperforme sur la dernière année? Donc, pour cela, on va devoir regarder, on va devoir, voilà, se mettre à chaque ligne, à chaque fois que le RSI atteint 30, on va devoir le mettre en première donnée du graphique. Et là, on peut voir que sur les jours qui suivent, eh bien, on a le DXY, bien évidemment, qui surperforme. Mais sinon, on n'a pas vraiment de surperformance. On va dire le yen et le CAD, à peu près 3 semaines, 1 mois après que le RSI du DXY atteint 30. Deuxième donnée, le RSI atteint 30, DXY, bon, qui reste flat pendant 1 mois. Finalement, on a le NZD, le CAD, qui se démarque. Troisième donnée, là on a le NZD, le CAD, l'AUD, le CAD, pardon. Ici, on DXY petit rebond, sinon on a le CHF, le yen, le CAD. Ici, mais écoutez, on a eu un fort rebond du dollar, donc forcément tous les autres sous-performent, mais on a le GBP et l'euro. Donc il semblerait que quand on a en fait un rebond vraiment du dollar, eh bien finalement l'euro et le GBP résistent assez bien. Là on a une performance du NZD de toutes les devises à part le GBP. Ici c'est pareil, bon voilà, bref, là on a fini. Donc en clair, cette observation, personnellement, ce que je peux un petit peu observer, c'est que quand le DXY rebondit, on a finalement un euro et un GBP qui tiennent assez bien. Peut-on avoir la légende par rapport aux couleurs si possible? Alors oui, bien évidemment Catherine. En fait, l'euro c'est en bleu, l'euro dollar en bleu, le yen en jaune, le CAD en marron, le NZD en violet. C'est toujours les mêmes couleurs que j'utilise. Alors je regarde vos questions. Donc l'euro dollar on a répondu, GBP CAD on a répondu, USD yen on a répondu, USD CAD. Est-ce que je le vois aller à 1,26 l'USD CAD? Non, honnêtement, 1,26 me semble assez haut. Je préfère avoir une opinion baissier sur l'USD CAD. Une sous-performance du dollar me semble plutôt à privilégier. Donc retour à 1,24, déjà 1,23,87, puis 1,22,60. Voilà, tout simplement.
Mais encore une fois, l'USD4, au vu, hein, au vu de ces deux graphiques, vous voyez que l'USD4, c'est pas la devise où il y a le plus de tendance, où il faut s'attendre à le plus de tendance selon moi. C'est deux devises majeures dont les banques centrales sont dans des cycles d'hausse des taux. Les deux seuls. Donc voilà, le marché, vous savez, il anticipe tout le temps. Il essaie toujours d'anticiper l'action des banques centrales. Donc c'est pour ça que l'euro est haussier. C'est pas parce que la banque centrale augmente les taux, parce qu'elle n'augmente pas les taux. Donc voilà. L'USD-CAD, honnêtement, je pense pas que ça soit très intéressant. J'ai envie de dire à trader. Par contre, c'est deux devises qui sont selon moi à shorter sur du moyen terme. Donc face au yen, face à l'euro, face au GBP. Moi, vous savez que ces trois devises-là, c'est mes convictions de 2008. GBP, euro, yen. Si je devais donner dans l'ordre d'importance, je dirais euro, yen, GBP. Voilà. Euro, yen, GBP. Donc euro, yen, GBP face au dollar ou au CAD à moyen, en swing, moyen ou long terme. Pour moi, c'est très intéressant à acheter. Donc voilà, je pense que GBP USD on a fait, GBP CAD on a fait. Bah écoutez, je pense que c'est bon, on a fait un bon point sur le Forex, on a pris plus d'une demi-heure. Voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai à la fin du webinaire. Je vais passer au marché action, ou l'Eurostox. Vous voyez déjà, pardon, Wall Street quand même qui a retracé plus de 50% de sa correction. Cette correction-là, ça y est, Nasdaq a corrigé. Wall Street, Dow Jones a corrigé. Le S&P a corrigé. Et il clôture au-dessus, c'était moyenne mobile à 50. On a cette divergence haussière, bref. La moyenne mobile à 200 jours, encore une fois. Voilà, elle est assez efficace cette moyenne mobile. Donc si Wall Street augmente, on a un euro qui est quand même sous résistance. Certes, on a des chances qu'il continue à progresser jusqu'à un 27, mais bon, je pense que le potentiel quand même est assez limité à moyen terme. Donc l'euro, dès qu'on aura un euro qui va consolider, voire même baisser, l'Eurostoxx, le DAX, le CAC, a priori, je pense, qui devrait progresser, bien évidemment si on n'a pas d'aversion pour le risque. Voilà. L'Eurostoxx 50, voilà, c'est 3336, 3300, c'est un niveau de support. Si le prix retourne à ce niveau, si le marché, décide de retourner à ce niveau de prix, ça serait intéressant pour passer à l'achat. Le CAC, je le rappelle, en swing, moyen terme, 5000, 5020, et là, prochaine résistance, à court terme, je dis bien, 5290. Le DAX, résistance à court terme, eh bien, on est en train de la tester, c'est 12500, c'est celle psychologique. Viendra ensuite la moyenne mobile à 200 jours. Donc à 12 765. Et si on a un retour du prix à 12 000, ça sera, je pense, une opportunité d'achat pour du moyen terme. En tout cas, techniquement, ça me semblerait, évident de passer à l'achat. Après, attention, c'est pas un conseil, mais d'un point de vue technique, quand on regarde les 12 000, ils ont tenu tout au long de l'année 2017. Depuis que le cours a dépassé ce niveau, ça a été testé à 3 reprises. Le breakout, le pullback, un nouveau pullback fin d'été, début d'automne 2017. Un pullback, vous voyez, en février. Et voilà, ça tient. Et pourtant, ce pullback a été violent. L'euro, où est-ce que je vois aller? Eh bien, écoutez, comme je l'ai dit, l'euro, moi, l'euro, je le vois haussier. Vous voyez, on est dans un canal ascendant. Maintenant, voilà, le graphique hebdo, on arrive quand même près d'une zone de résistance. On est en haut, on arrive en haut de ce canal. Cet oblique se situe aux alentours des 1,2650, 1,27. Donc voilà, le potentiel il est haussier. Maintenant attention parce qu'on a cette divergence qui est en train, vous voyez, presque de se répéter. C'est-à-dire le prix qui continue à augmenter, le momentum qui marque des points hauts de plus en plus bas. Alors attention, on n'a pas eu encore ce repli, mais si on a ce repli du momentum, dans ce cas-là, on aura la divergence qui pourra être confirmée. Et le signal sera donné à la cassure de 50. Donc, voilà, j'ai envie de dire, l'euro-dollar à court terme, très court terme, il est haussier. Maintenant, il arrive sous résistance. Donc, je pense que, voilà, maintenant, si on a une clôture au-dessus des 1,28 pour faire large, même 1,27. Si on a une clôture au-dessus de 1,27, clôture hebdomadaire, on pourra mettre en place des stratégies acheteuses jusqu'à 1,30. On aura la sortie du canal.
Mais tant qu'on n'aura pas la clôture hebdomadaire au-dessus de cette oblique baissière, on ne pourra mettre en place des stratégies acheteuses de moyen long terme à nouveau. À part si on cherche des points de pullback. Le point de pullback, c'est un 20. Je pense que ce canal, encore une fois, sera cassé. Ça peut être dans un mois, ça peut être dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, voire plus. Mais ce canal sera cassé. Pourquoi? Parce que le marché, je pense, n'a pas totalement anticipé les prochains mouvements de la Banque Centrale Européenne. Donc voilà, le marché devrait rester dans un esprit de spéculation au bénéfice de l'euro. Donc s'il revient à 1,20 par exemple, ou même à 1,2230, vous voyez que c'était le plus bas de cette correction, eh bien ça serait des opportunités pour passer à l'achat. Voilà. Donc le DAX, encore une fois, résistance journalière à 12 500. Ça m'étonnerait qu'on dépasse ce niveau de prix. On n'a pas de catalyseur en intraday. Macroéconomique en zone euro, on n'a pas grand-chose. Aux États-Unis non plus. Donc voilà, ça me semble peu probable qu'on dépasse cette résistance. Donc 12 500, c'est l'objectif intraday. Le Brent, on a eu ce rebond près des 61. Actuellement, le cours est à 65. Il teste 65. Il teste également cette moyenne mobile à 100 jours en marron, en rouge bordeaux. Voilà, c'est un rebond technique. Hein. Vous voyez que le RSI avait atteint une zone de survente, donc c'est plutôt normal. C'est plutôt normal. Maintenant, je pense qu'il faut attendre que les RSI reviennent à 50, et dès qu'il reviendra à 50, moi ça m'intéresse, ça m'intéressera pour passer à la vente sur le Brent ou même sur le WTI qui, vous voyez, qui est à 48 et qui réintègre ce canal. Maintenant, je pense qu'il faut pas faire faut pas apporter beaucoup d'importance à cette réintégration du canal. Voilà. Je pense que ça y est, la tendance elle est cassée. On est sorti de ce canal. Alors certes, on reste dans une tendance haussière parce que le cours est au-dessus de cette mode mobile, mais je pense clairement qu'on peut viser à moyen terme les 55. Pourquoi? Bien parce que la production américaine continue d'augmenter, les puits également. Voilà, ça recommence à faire pression sur les prix, comme on peut le constater depuis la fin du mois de janvier. Donc voilà, tout simplement. Moi, je n'attends que des replis, que des rebonds pour passer à la vente. Et surtout un RSI qui arrive à 50. L'or, 1350, alors que faire? Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on vend l'or? Moi, je pense qu'il faut, pour un moment, ça peut paraître facile à dire, mais je pense qu'il ne faut rien faire. Pourquoi? Parce que le DXY, encore une fois, oui, il est dans une tendance baissière, mais comme je vous l'ai dit, il y a cette oblique, il y a le prix qui s'approche de cette oblique assez rapidement. Techniquement, il y a une probabilité de rebond qui n'est pas négligeable, parce que c'est une oblique de long terme. Donc je ne dis pas que ça va permettre un rebond jusqu'à 100, mais déjà s'il y a un rebond jusqu'à 92, l'or il reviendra à 1300. Donc voilà, tant que le dollar, j'ai envie de dire, ne casse pas ce support, cette oblique, une cassure hebdomadaire bien évidemment, parce que je l'ai tracé avec le graphique hebdomadaire, je pense qu'on ne peut pas mettre en place des stratégies acheteuses jusqu'à 1425. Alors fondamentalement, moi je suis baissier sur du moyen long terme, donc vous me direz, vous me demanderez mon opinion sur du long terme sur l'or, je suis haussier et je pense qu'il atteindra 1400, voire même 1425. Mais si on parle de timing, je pense que c'est pas le moment de passer à l'achat. Soit on attend un retour à 1300, 1310, ou soit on attend le breakout. Le breakout de ce plus haut prix de clôture qui est aux alentours, vous voyez, des 1360, tout simplement. Même pas, c'est un peu plus haut, 1370. Et voilà, écoutez, et donc pour l'argent, ça y est, vous voyez, on a cet argent qui est bien haussier. Est-ce qu'il superforme? Parce que c'était un petit peu mon analyse, hein, c'était au lieu d'acheter l'or, je vous rappelle, l'argent. Regardez la comparaison entre l'or et l'argent. Le point haut, 25 janvier, qui est quand même assez loin. Le point haut du 25 janvier, qui a été retracé. Donc l'or, à court terme, va revenir à 17,50, à 18 même. Forte conviction haussière sur l'argent. J'espère. Pour ceux qui sont rentrés à l'achat, je ne me souviens plus c'était quand, c'était mon article qui était lundi ou mardi matin. Donc 16,60, c'était aux environs de 7,60.
On vient viser 17, un petit peu en dessous de 18 à court terme. Et je pense que voilà, si l'or vient chercher 1400 et quelques, l'argent reviendra à 19, voire même 20 dollars. Bonjour Quentin, Dow Jones, j'imagine une remontée à votre avis jusqu'où, à votre avis, bon point d'entrée aujourd'hui ou préférable attendre un retracement. Alors le retracement, s'il y en a un au livre, hein, parce que au final, la correction qu'on a eue sur les marchés actions, ce n'est pas réellement, on va dire, justifié d'un point de vue fondamental. Voilà, de plus les jours passent et plus on voit que c'était un repli technique, parce que le momentum était très important. On le voit par rapport au VIX en fait. C'était une accumulation des shorts, des positions acheteuses du VIX qui ont fait pression. Donc voilà. Et des shorts qui ont été chassés. Donc concrètement, Dow Jones, est-ce qu'on aura un retour? Disons que là, on a quand même la clôture au-dessus de 25 000. Donc en termes de stratégie de breakout, ça peut être intéressant de passer à l'achat au prix actuel pour viser, je dis bien, les précédents sommets à 26 700, 26 700, 26 800. Moi, ça me semble envisageable. Ça me semble envisageable. En plus, on a eu un beau breakout, vous voyez, hier. Donc, oui, pourquoi pas. Honnêtement, pourquoi pas. Maintenant, l'idéal, ça serait un retour à 24 000, qui était le précédent plus bas de prix de clôture, vous voyez, de la semaine dernière. Donc non, c'est pas encore trop tard pour entrer. Maintenant, quand je vois les indices américains, certes, je pense que c'est intéressant de se positionner dessus, parce qu'encore une fois, d'un point de vue fondamental, d'un point de vue macro, on n'a pas beaucoup de catalyseurs qui viendraient à l'encontre des indices américains. Le dollar qui baisse, c'est bon pour les exportations américaines. Les chiffres d'affaires du S&P 500, enfin du total du S&P 500 s'est amélioré en 2017. Donc voilà, on a des entreprises américaines qui continuent à se développer. Donc d'un point de vue microéconomique et macroéconomique aux États-Unis, disons que c'est dans le vert. Maintenant, les indicateurs de momentum, à long terme, on reste en surachat. Donc voilà, les positions acheteuses, je pense que c'est pas le moment d'un point de vue investissement de rentrer. Par contre, à court terme, là on a eu une correction, on a le breakout, je pense qu'on peut viser les précédents sommets à 26 600. Mais là où il y a vraiment une opportunité, je pense, c'est sur les indices européens. Parce que si on regarde les indices européens, enfin déjà si on regarde le Dow, par exemple, il n'est plus qu'à 5% de ses précédents sommets. Le CAC, ses sommets, on est à 5%, vous me direz également. Bon, c'est un mauvais exemple. L'Eurostoxx, voilà, c'est peut-être un peu mieux. 7%. Et en termes de ratio risque-rendement, par exemple, un stop en dessous de ce plus bas de cette baisse, ça fait 102 points de risque. 274, là on a un ratio risque-rendement plus qu'exploitable. Alors que sur le dos, on a un ratio risque-rendement, je dirais de 1 peut-être. Au prix actuel, si on met un stop ici, donc 1395, voilà, on a même presque 1. En se débrouillant bien, on peut avoir un ratio risque-rendement de 1, mais pas plus sur le Dow Jones. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut pas se positionner, c'est soit l'un soit l'autre, je ne dis pas que c'est soit les indices européens, soit les indices américains, parce qu'ils évoluent globalement en même temps, et c'est plutôt les indices américains quand même qui créent les tendances. Donc voilà, je pense que les indices américains c'est une bonne chose de positionner dessus, mais là où il y a quelque chose à faire, là où il y a une réelle super-performance, je pense, où il y a un pari, c'est sur les indices européens. Et le gaz. Alors, et le gaz. Bien écoutez, le support tient. Le support tient, maintenant il est affecté également par les prix de l'énergie, hein, les prix de l'énergie qui, bon, certes il y a eu un petit rebond hier, mais enfin un petit rebond depuis quelques jours, mais voilà, ça ne suffit pas pour que le gaz décolle. Moi, encore une fois, je vous répète d'un point de vue fondamental, le gaz, j'y connais pas grand chose, donc je ne vais pas vous sortir une analyse fondamentale, mais en tout cas d'un point de vue technique, vous voyez, c'est un support. 1, 2, 3, 4 tests. On est en train de faire le 5e. Voilà. Donc, je pense techniquement l'achat se justifie. En plus, le RSI est quand même arrive dans une zone de survente. Donc, techniquement, encore une fois, et exclusivement techniquement, ça se justifie pour viser le haut du range, qui est à, vous voyez, 3,20. Voilà, écoutez,
Je pense qu'on a fait un bon tour du marché. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention tout au long de cette semaine. Vous utilisez les MM 20, 50, 100, 200. Oui, voilà. 20, 50, 100, 200 et surtout les 50 et 200. Voilà, donc merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Un excellent week-end également. Et je vous donne rendez-vous donc lundi, comme d'habitude. Hein. Toujours aussi nombreux, ça fait plaisir de vous retrouver. Donc voilà, excellente journée. Séance qui devrait être plutôt calme aujourd'hui. Maintenant, attention, soyez prudents quand même. Et voilà. Bonne journée et à lundi.